Bien, mesdames et messieurs, nous le savons tous, la France traverse une situation inédite et difficile, et c'est vrai dans le domaine scolaire comme dans tous les domaines. Nous sommes à la fin de la 3e semaine de confinement, et la situation, je le sais, n'est pas simple pour les familles, qui doivent souvent assumer leur travail, parfois le télétravail, ainsi que le travail scolaire de leurs enfants. Je voudrais les saluer tout particulièrement. Je voudrais saluer aussi les professeurs, et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui se sont mobilisés de façon incroyable pour réussir à ce que cet enseignement à distance soit réussi. L'enseignement à distance ne peut jamais remplacer l'enseignement présentiel, mais aujourd'hui la France a réussi à entrer dans cet enseignement à distance d'une manière qui est d'ailleurs saluée sur le plan international. Nous sommes un des pays qui a réussi à le faire de la façon la plus homogène. Néanmoins, nous avons encore bien des défis à relever, notamment des défis d'égalité, de compensation des inégalités liées aux contextes familiaux, et nous nous y employons de différentes manières actuellement, comme je le dis dans différents messages et aux professeurs et aux familles ces derniers temps. Notre but, c'est évidemment à la fois d'avoir un bon niveau général de nos élèves et d'avoir l'égalité sociale. Ces deux buts, non seulement ne doivent pas être atteints par la période actuelle, mais doivent nous faire réagir fortement pour réussir cela. Nous sommes à la veille des vacances scolaires pour certaines académies, celles de Toulouse et Montpellier, de Paris, Créteil et Versailles. Et je veux donc adresser à ceux qui sont concernés par les vacances, que ce soit à la fin de cette semaine ou à la fin des semaines suivantes, un message de soutien et leur souhaiter aussi de pouvoir prendre un peu de repos. Nous organisons d'ailleurs nous proposons des activités éducatives et nous avons lancé l'opération Nation apprenante pour que les élèves puissent écouter des émissions, lire des livres, avoir des suggestions d'activités éducatives, dans une atmosphère qui doit être une atmosphère d'équilibre dans les activités que l'on a. Comme vous le savez, la situation que nous vivons se caractérise par des certitudes et par des incertitudes. Les incertitudes sont nombreuses, notamment sur la date de retour à la normale. Le retour des élèves dépend de l'évolution de la situation sanitaire, bien entendu. Et comme toujours, nous nous appuierons sur l'expertise des autorités sanitaires pour le décider. Le Premier ministre a été très clair hier soir sur cette question. Comme je l'ai dit, l'un des scénarios possibles est le retour au début du mois de mai. À ce stade, ce n'est qu'une hypothèse. Et ce que je vais proposer pour les examens doit pouvoir tenir compte de l'ensemble des hypothèses de retour à la normale. Même si nous rentrions au début du mois de mai, les élèves auraient été privés d'au minimum 5 semaines normales de cours. Et en dépit de l'engagement de tous, et notamment des professeurs, pour assurer les cours à distance, les conditions d'apprentissage ne sont évidemment pas aussi bonnes que s'il n'y avait pas eu cela. C'est particulièrement vrai pour la préparation des élèves dans les classes à examen. Je veux donc parler des élèves de 3e, de première et de terminale, pour le diplôme national du brevet et pour les baccalauréats général, technologique et professionnel. Le contexte de la décision, c'est donc que nous devons tenir compte de l'ensemble des incertitudes et des évolutions de la situation sanitaire. Comme l'a dit le Premier ministre, il n'est pas possible que les élèves puissent passer le baccalauréat dans les conditions qui étaient celles des années précédentes. Pour que chacun ait bien à l'esprit le défi que représente l'organisation de nos examens, je veux rappeler quelques chiffres. Il y a 840 000 élèves de 3e qui passent le brevet. Il y a 543 000 élèves qui sont des élèves de première générale et de première technologique qui passent les épreuves communes de contrôle continu et les épreuves anticipées de français en première. Et il y a 740 000 élèves de terminale, en terminale professionnelle, en terminale générale, en terminale technologique. Nous parlons donc de 2 100 000 candidats quand nous parlons du brevet et du baccalauréat. Habituellement, le calendrier du baccalauréat est très contraint. La passation des épreuves oblige les lycées à fermer leurs portes vers le 10 juin et les collèges vers le 25 juin. Avant d'indiquer donc en détail les aménagements décidés, je voudrais partager avec vous les critères des décisions que je vais annoncer maintenant. Le premier des critères, pour moi, le critère fondamental depuis le début, et je l'ai indiqué dès le début, c'est ne pas léser les élèves. Ne pas léser les élèves. Nous sommes dans une période qui doit être caractérisée par la bienveillance de tous envers tous, étant donné ce que nous vivons. Et donc ne pas léser les élèves, c'est leur garantir que oui, il y a la passation d'un baccalauréat en 2020. Et c'est ce que nous faisons au travers de cette décision. Je veux donc leur adresser un message d'encouragement à travailler. Ce que je vais dire ensuite montrera à quel point il y a un encouragement à travailler, les encourager à travailler et les encourager pour leur futur. Parce que le travail qu'ils font en ce moment même et ensuite est évidemment bon pour leur futur. Donc premièrement, ne pas léser les élèves.
Deuxièmement, garantir la qualité et l'équité du diplôme du baccalauréat. Là aussi, vous le verrez, les mesures que je vais annoncer sont faites pour cela. Et ce baccalauréat sera un véritable baccalauréat. Troisième critère, c'est un critère très important, c'est s'assurer qu'il y ait le maximum de semaines de cours, notamment au mois de juin. Je l'indiquais tout à l'heure, l'habituelle organisation du baccalauréat nous fait souvent perdre beaucoup de semaines au mois de juin. Et c'est un problème, et c'est d'ailleurs une des motivations de la réforme du futur baccalauréat, que de reconquérir le mois de juin et de permettre d'avoir des semaines de cours en juin. La formule que je vais proposer va permettre de travailler tout au long du mois de juin et jusqu'au 4 juillet. Et donc de rattraper des semaines de cours, je l'espère, s'il y a eu un retour à la normale dans l'intervalle, donc de rattraper les semaines de cours qui sont perdues actuellement. Il y a donc des critères qui sont de nature pédagogique et je dirais de nature humaine tout simplement. Prendre en compte tout le monde et d'abord les élèves. Et puis il y a aussi des critères d'ordre sanitaire. Il s'agit évidemment en toutes circonstances d'assurer la sécurité des personnels et des élèves. Et puis c'est d'ordre logistique. Il en va de ma responsabilité de proposer une organisation robuste qui puisse tenir, quelles que soient les circonstances, quels que soient les scénarios. C'est pourquoi, après avoir très largement consulté, notamment au cours des 10 derniers jours, je l'ai fait avec les partenaires sociaux, avec les représentants des familles, avec les délégués nationaux et académiques des lycéens, j'ai proposé au Président de la République et au Premier ministre des aménagements qui permettent de concilier la sécurité et la réussite future des élèves et ils ont accepté cette formule. Face à une situation incertaine, nous avons donc écarté une solution mixte qui aurait consisté à faire passer une ou deux épreuves aux élèves et de valider le reste de l'examen en contrôle continu. Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Donc, si je rentre maintenant dans les détails, pour ce qui est des élèves de 3e, le diplôme national du brevet sera obtenu à partir de la moyenne des notes que l'élève aura obtenues durant les 3 trimestres, donc les 3 trimestres de son année de 3e évidemment, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, dans les disciplines concernées. Je tiens à préciser ce point qui vaut pour l'ensemble des classes dont je parle. Les notes obtenues en période de confinement ne doivent pas compter dans la période de contrôle continu, parce que tous les élèves ne sont pas à la même enseigne. En revanche, cette période de confinement doit permettre de préparer ce qu'on va réussir au 3e trimestre, lorsqu'il y aura, je l'espère, un retour le plus tôt possible. De manière inédite, tous les élèves de collège auront donc cours jusqu'au 4 juillet. C'est ce que nous devons assurer. À partir du moment où il y aura le retour à la normale, il y aura plus de cours que d'habitude parce qu'on réussira à fermer réellement le 4 juillet. L'obtention finale du brevet sera suspendue à un contrôle d'assiduité. Autrement dit, un élève doit être là jusqu'au bout pour avoir son diplôme national du brevet. Pour ce qui en est des élèves de première, en cette fin d'année scolaire, les élèves de première devaient passer les épreuves communes de contrôle continu et une épreuve écrite et orale en français. En lien avec Sophie Cluzel, nous assurons évidemment que les élèves en situation de handicap conserveront de plein droit le bénéfice de l'aménagement de l'épreuve. Et nous sommes particulièrement attentifs en ce moment aux élèves en situation de handicap parce que nous savons bien que la période de confinement pose des problèmes encore plus aigus pour eux que pour les autres. Et donc tout ce que nous pouvons faire au travers des ressources pédagogiques mises à disposition par Internet, au travers du suivi que nous faisons personnalisé par téléphone ou par Internet, bref, tout ce qui est possible, nous le faisons en lien avec le monde associatif en particulier. La note de l'épreuve écrite du baccalauréat de français sera la moyenne des notes obtenues par l'élève tout au long de l'année dans cette discipline. C'est donc là aussi la logique de contrôle continu qui prévaut. Là aussi, nous ne prenons pas en compte les notes obtenues lors de la période de confinement. Mais par contre, l'épreuve orale du baccalauréat de français, elle, est maintenue. C'est un point particulier. Nous l'organiserons donc à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. Simplement, nous pouvons organiser ces épreuves orales, sauf si, évidemment, les conditions sanitaires ne le permettaient pas dans l'intervalle. Mais dans la mesure du possible, nous organiserons donc un oral de français. Simplement, il y aura moins de textes exigés que prévu. Ce sera 15 textes dans la voie générale, 12 textes dans la voie technologique. Ces textes, je le sais, sont préparés actuellement par les professeurs de français avec leurs élèves, de nouveau
je veux saluer le travail qui est fait en la matière. Et de nouveau, je veux inciter à lire pendant les vacances de printemps. C'est vrai pour les élèves de première, mais c'est vrai pour tous les élèves. Pendant ces périodes de vacances de printemps, il est éminemment souhaitable de lire des livres. Vous êtes amenés à fréquenter encore plus les écrans dans cette période de confinement. Les vacances doivent être l'occasion de regarder beaucoup les livres et d'écouter la radio, d'écouter des émissions, d'écouter de la musique. Pour ce qui est des épreuves communes de contrôle continu, donc voilà pour la classe de première, ce que l'on appelle les E3C2. L'histoire-géographie, les langues vivantes, les mathématiques en filière technologique ne donneront pas lieu à une évaluation telle qu'elle était prévue. Dans ces disciplines que je viens de citer, la moyenne qui sera retenue pour le baccalauréat sera l'addition de la note obtenue aux épreuves communes passées cette année, ce qu'on appelle E3C1, et celles qui seront passées en classe de terminale, qu'on appellera donc E3C3. Donc, pour résumer, la note de E3C2 dans ces 4 disciplines correspond à la moyenne de E3C1 et de E3C3. L'épreuve portant sur l'enseignement de spécialité que l'élève ne poursuit pas en terminale, puisqu'un élève de première a 3 spécialités en première, puis 2 en terminale, donc celle qu'il laisse à la fin de la classe de première, ainsi que l'épreuve d'enseignement scientifique qui fait partie du bloc commun, seront validées par les notes obtenues en contrôle continu, durant donc toute l'année par le candidat dans ces 2 disciplines. Ensuite, pour ce qui est des élèves de terminale, pour les élèves de terminale générale et technologique, l'ensemble des épreuves sont validées par la note obtenue dans les disciplines concernées durant les 3 trimestres. Les 3 trimestres donc de l'année de terminale, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, comme je le disais tout à l'heure. Les notes déjà attribuées aux épreuves anticipées de première sont gardées. Donc le baccalauréat de français de l'année dernière est évidemment gardé, l'écrit comme l'oral. De même, les mentions du baccalauréat sont maintenues. Il y aura un jury d'examen pour examiner les livrets des élèves. Autrement dit, le contrôle continu est examiné par un jury d'examen, présidé par un inspecteur général dans chaque département de France. Ce jury étudiera les livrets scolaires pour regarder le cas de chaque élève et, le cas échéant, valoriser un engagement, valoriser les progrès de l'élève, garantir l'équité entre les candidats et notamment l'harmonisation pour tenir compte des différences de notation entre établissements. Il sera vérifié, c'est un point sur lequel je veux insister tout particulièrement, l'assiduité des candidats. Encore une fois, le fait de rester jusqu'au 4 juillet est une condition sine qua non, dans la mesure où il y aura eu un retour à la normale dans l'intervalle, bien sûr. C'est une condition sine qua non pour obtenir le diplôme. Les candidats ayant obtenu entre 8 et 10 pourront passer les oraux de rattrapage dans les conditions connues, les conditions habituelles. Autrement dit, donc, nous gardons le principe de l'oral de rattrapage au début du mois de juillet. Les candidats qui n'obtiendraient pas leur baccalauréat au mois de juin pourraient bénéficier, sur décision du jury d'examen, de la possibilité de passer la session de septembre. Nous organiserons donc un baccalauréat selon les conditions habituelles, dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront, au mois de septembre, et ce sera ouvert aux candidats ayant eu en dessous de 8, dès lors que le jury d'harmonisation les aura autorisés. Et le jury d'harmonisation le fera notamment sur le critère d'assiduité et de motivation. Et puis, bien sûr, cette session de septembre sera ouverte aux candidats libres. C'est vrai, par exemple, des écoles hors contrat, des élèves qui préparent au travers du CNED. J'ai évidemment, là aussi, pensé pour eux. Je sais le travail qui a été accompli par eux pendant l'année. Il ne s'agisse pas non plus de gâcher leur année. C'est en pensant à l'ensemble des cas que je viens d'évoquer que nous avons pris cette décision qui aussi maintient le baccalauréat dans sa structure habituelle pour le mois de septembre dans cette session de rattrapage. Enfin, pour les élèves des lycées professionnels, pour lesquels j'ai aussi une pensée très forte, parce que nous sommes en ce moment en train de travailler en lien avec leurs professeurs pour que tous soient bien inclus dans ce que nous faisons dans cette période de confinement pour bien les préparer pour la suite. Les épreuves de BEP, de CAP, de baccalauréat professionnel sont validées sur la base du contrôle en cours de formation déjà passé et du livret scolaire. C'est vrai aussi pour les élèves de BTS, pour lesquels je donnerai des détails avec la ministre de l'Enseignement supérieur au cours des prochains jours. Mais c'est la même logique qu'il faudra pour le BTS. Ces notes sont aussi attribuées par un jury d'examen, présidé dans chaque académie par un universitaire avec un inspecteur général. Ce jury s'assure de l'harmonisation des notations des élèves de Bac Pro et de l'égalité de traitement des candidats.
Chaque livret scolaire, chaque situation individuelle sera examinée. Nous serons extrêmement vigilants sur le fait que les élèves travaillent jusqu'au 4 juillet, à partir du moment où il y aura eu retour à la normale. De même, la motivation des élèves pendant la période de confinement est un point important, même si nous tenons compte aussi des difficultés de tous, et que, encore actuellement, et j'en profite pour lancer un appel général, pas seulement à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, qui sont déjà au travail sur ce point, mais à l'ensemble de la société française, sur le fait d'aller chercher les élèves que nous n'avons pas encore pu atteindre au travers de l'enseignement à distance. C'est vrai de 5 à 8% de nos élèves, et c'est parfois plus prononcé dans certains domaines, comme par exemple pour les CAP. Comme je l'ai vu avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, les dispositions que je viens d'indiquer s'appliquent aux élèves scolarisés dans les lycées agricoles, que je salue tout particulièrement aussi. Dans quelques instants, je répondrai à vos questions. Je continuerai à le faire d'ailleurs durant toute la semaine qui arrive. Il y aura une foire aux questions disponible sur le site du ministère, comme nous le faisons depuis le début de cette période de confinement, de façon à répondre à toutes les questions de détail qui peuvent évidemment arriver maintenant à la suite de ces modalités que je viens d'indiquer. Pour conclure, je voudrais vraiment dire que les examens sont maintenus, mais selon des modalités différentes, que nous avons voulu garantir que chacun puisse passer l'examen, mais aussi garantir l'équité et la qualité, notamment au travers de l'assiduité et de la motivation. L'année continue. Le contrôle continu prendra en compte les 3 trimestres de l'année. C'est vrai pour la troisième, la première et la terminale, à l'exception, je l'ai dit, des notes obtenues pendant le confinement. La solution présentée est à mes yeux la plus simple, la plus sûre, la plus juste dans les temps difficiles que nous vivons. Elle permet également aux élèves un retour à l'école dans un climat serein, indispensable aux apprentissages. Nous avons à cœur de prendre en compte la situation de chacun, et c'est particulièrement vrai dans cette période de confinement. Le très beau travail accompli actuellement par l'ensemble des personnels de l'éducation nationale doit nous inspirer tous pour arriver justement à des solutions qui, à la fois, traduisent la bienveillance que nous avons pour tous les élèves et l'exigence que nous avons pour notre pays pour sans arrêt hausser notre niveau et garantir la justice sociale. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Frédéric Delpech pour LCI TF1. Qu'est-ce qui garantit que ce bac ne soit pas un bac qui soit un bac dévalué, comme on se souvient, ça avait été le cas en 1968 quand le bac avait été passé dans des conditions très particulières. On avait considéré par la suite que c'était un bac qui n'avait pas la même valeur que les années précédentes. Qu'est-ce qui va garantir que ce bac ne sera pas un bac au rabais pour les élèves qui vont le passer, puisque les conditions sont totalement différentes des années précédentes? Bon, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord tout le travail accompli avant la période de confinement, évidemment. Il y a le fait que nous ayons un jury d'harmonisation. Ça, c'est un point très important parce que ce jury va regarder ce qui est la motivation, le travail accompli par l'élève. Il y a aussi le fait que nous allons essayer de regagner des semaines de cours jusqu'au 4 juillet. Donc c'est en réalité parfois même des exigences nouvelles que nous mettons. Et tout ce que nous faisons, c'est, je le redis, à la fois un système de bienveillance, mais aussi un système qui incite au travail. Nous incitons au travail dans la période actuelle, d'une manière équilibrée, d'une manière qui réussit à inclure tout le monde, et qui aussi ne conduise à faire ni du trop ni du pas assez. Mais aussi, nous voulons de la personnalisation pour chacun, d'une manière qui va peut-être même être renforcée par rapport aux conditions habituelles, puisque les jurys seront particulièrement attentifs au parcours de l'élève, à sa motivation, à son assiduité. Donc on n'a pas ce baccalauréat comme ça, je dirais à la va-vite. C'est au contraire une personnalisation très forte qui va avoir lieu. Elle se base sur le contrôle continu. Je rappelle que c'est le schéma qui existe dans de nombreux pays, ce contrôle continu. À l'occasion de la crise sanitaire vécue par le monde entier, l'immense majorité des pays du monde retiennent la formule du contrôle continu, mais nous sommes un pays qui met peut-être plus en avant des éléments d'harmonisation et d'équité que j'ai indiqués. Véronique Febvre de BFM TV, dans votre scénario, vous voyez une reprise des cours, j'irai en juin, avec un 3e trimestre, avec des notes, avec des évaluations. Mais est-ce qu'on peut imaginer que par endroit, on ne puisse pas rentrer, que les conditions sanitaires ne puissent pas être réunies? Dans ce cas-là, comment ça va se passer? Est-ce que par endroit on pourrait rentrer, à d'autres endroits on ne rentrerait pas? Et on prendrait quoi, les notes des 2 premiers trimestres seulement? Oui. Alors excusez-moi parce qu'il y a de temps en temps une perturbation sur ma gauche depuis tout à l'heure, donc si vous pouvez
Merci, parce que c'est difficile de... sur ce que vous avez dit. Bien sûr, nous devons nous adapter. Ce point-là est fondamental, je l'ai dit en commençant. Donc nous devons avoir une organisation à la fois robuste et adaptable. Donc dans l'hypothèse, qui évidemment n'est pas souhaitable, mais dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de retour en classe d'ici à la fin du mois de juin, c'est évidemment les 2 trimestres qui compteraient. Mais je rappelle qu'il y a un jury d'harmonisation qui aura lieu et les professeurs auront pu porter une appréciation sur les élèves s'agissant de ce qui se sera passé au 3e trimestre, et notamment le travail et la motivation des élèves pendant la période de confinement, et de sorte que ce ne sera pas des notes stricto sensu, mais une appréciation qui sera donnée et qui permet au jury de hausser ou de baisser le niveau de notes que les élèves auront au titre du contrôle continu. Et est-ce qu'on peut imaginer une reprise par endroit et pas dans d'autres de l'école? Toutes les hypothèses sont sur la table par définition. Et là, de ce point de vue-là, nous sommes dépendants de mesures plus générales qui seront prises par le Premier ministre à la lumière de tous les paramètres. Donc, on doit pouvoir imaginer ce scénario-là aussi. Et c'est pour ça que, encore une fois, le jury permet d'apprécier ce qui se passe et de pouvoir tenir compte des réalités de terrain dans chaque territoire et pour chaque élève. Une question, monsieur le ministre, d'un de nos confrères. Est-ce que les décisions que vous venez d'annoncer s'appliquent également dans les lycées de l'étranger? Est-ce que ce sera aussi le cas à l'étranger? Oui, cela s'applique pour les lycées de l'étranger. Ils ont fait partie évidemment de notre raisonnement. Il faut savoir que à l'étranger, les lycéens passent parfois le baccalauréat avec des sujets spéciaux bien avant les lycéens de l'Hexagone. Et donc nous avons évidemment eu à l'esprit le fait qu'eux devaient passer bien avant, et donc ils étaient encore plus concernés par la nécessité de passer au contrôle continu. Donc ils sont totalement concernés par les mesures prises. Ce ne sera d'ailleurs pas dépaysant par rapport à ce qu'ils connaissent dans leur contexte international, puisqu'en général, la quasi-totalité d'entre eux sont dans des pays où aussi le contrôle continu vaut pour les autres lycées du pays où ils se trouvent. Pour revenir sur la question de ma consoeur de BFM, quand vous expliquez que la reprise pourrait être différenciée en fonction des zones géographiques, est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça peut se passer, comment cette rentrée scolaire pourrait avoir lieu différemment selon les zones géographiques, et quels sont les scénarios qui sont étudiés? Alors, comme je vous le disais, on étudie tous les scénarios en étant totalement dépendant du travail fait par les autorités sanitaires, bien sûr. À ce stade, ce ne sont que des scénarios. Mais dans l'hypothèse où il y aurait un retour différent selon les territoires, cela créerait un 3e trimestre différent selon ces territoires. Et dans ce cas-là, le jury d'harmonisation est là pour en tenir compte. Donc on a le cas extrême où il n'y aurait que les 2 trimestres à prendre en compte. Comme je le disais, dans ce cas-là, ça signifie que le jury fait attention à ce que les professeurs indiquent sur le livret scolaire en matière de motivation de l'élève pendant la période de confinement. Et comment, question annexe, comment poursuivre, ça c'est la question de notre confrère de France Info, comment poursuivre la motivation des élèves jusqu'au bout s'il n'y a pas effectivement cette carotte, entre guillemets, que constituaient les épreuves finales? Comment vous allez maintenir la motivation des élèves? Alors je le redis, par l'assiduité. Là on évoque un scénario quand même qui est loin d'être le plus probable, c'est-à-dire celui où il ne serait jamais revenu à l'école dans l'intervalle. Mais même dans ce scénario, la question de la motivation et de l'assiduité à distance est prise en compte. Donc le jury sera extrêmement attentif à cette dimension-là, c'est-à-dire comment l'élève s'est motivé au 3e trimestre. Vous voyez bien que le système que l'on a retenu, pour un élève qui aurait des notes pas très bonnes pendant les 2 premiers trimestres, c'est un système qui est fait justement pour inciter au travail. Inciter au travail lors du retour éventuel au 3e trimestre pour rattraper les notes du 1er et du 2e trimestre, ou au travail pendant la période de confinement pour avoir une bonne appréciation de sa motivation qui permette un petit peu de hausser les notes de la part du jury d'harmonisation. Une des inspirations principales des mesures, c'est celle-là, c'est motiver, inciter au travail, mais là aussi d'une manière, je dirais, équilibrée.